Si vous avez un rythme qui est au niveau du ventricule, il y a un ventricule qui va être dépolarisé et puis l'autre. Ça ne va pas suivre les voies de conduction normales. D'accord? Donc, la première condition pour parler du bloc de branche, avant de voir la largeur des QRS, est avoir un rythme supraventriculaire. Donc, le rythme supraventriculaire, ça peut être un rythme sinusal, ça peut être autre chose. Ça peut être une fibrillation atriale, ça peut être une tachycardie supraventriculaire. D'accord? Tout ce que vous avez fait comme trouble du rythme à l'étage atrial, à l'étage supraventriculaire, pardon. Donc, la première des conditions, c'est un rythme supraventriculaire avec un espace PR qui est supérieur ou égal à 0,2 secondes. Pourquoi cette condition de supérieur ou égal à 0,2 secondes? Parce que en pathologie, il peut y avoir une voie accessoire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand l'influx passe par le nœud AV, il est obligé de prendre une pause de 0,2 secondes, enfin supérieure ou égale à 0,2 secondes. Si vous avez un PR qui est inférieur à 0,12, ça veut dire qu'il y a une voie accessoire qui court-circuite les voies nodo-ischiennes. Dans ce cas-là, le QRS peut être large. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du ventricule qui va être dépolarisée à partir de la voie accessoire. Donc, c'est pour ça. Elle va être dépolarisée à partir de la voie accessoire. Donc, ce n'est pas une conduction par les voies nodo-ischiennes. C'est pour ça que le QRS peut être large. Ça, je ne sais pas, est-ce qu'on vous a parlé de voie accessoire? Normalement, on vous a parlé de ça quand vous avez fait le trouble du rythme à l'étage supraventriculaire. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à me dire? C'est un peu compliqué. Ça va? Vous êtes toujours là? Ah, ça va pas. Alors, 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 qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Docteur, vous pouvez prendre l'idée de bloc de branche complet. Je ne suis pas arrivée encore au bloc de branche complet. Vous voulez comprendre l'idée du bloc de branche gauche complet? Je vais parler du bloc de branche. Je parle du bloc de branche en général maintenant. Et puis, je vais parler du bloc de branche complet. Donc, bloc de branche, ça veut dire que ça descend par les voies nodo-ischiennes, d'accord? Donc, ça vient d'en haut, ça vient en supraventriculaire, et puis ça descend. Ça descend par le faisceau de His, et puis, hop, l'influx trouve une branche bloquée. Il trouve une branche bloquée. Alors, il y a un ventricule qui va se dépolariser avant l'autre. C'est ça un bloc de branche. Et pourquoi j'ai dit supérieur, le PR supérieur ou égal à 0,12? Parce que c'est la preuve que ça descend par les voies nodo-ischiennes. S'il y a un PR inférieur à 0,12, ça veut dire qu'il y a une voie accessoire. Si vous voulez, on abordera après c'est quoi une voie accessoire. Alors, la durée du QRS est supérieure ou égale à 0,12 secondes. Pourquoi? Parce que donc, l'allongement, plutôt le bloc de branche, il se traduit par l'allongement du QRS, c'est ça? Oui, les premières conditions, il faut que ça soit supraventriculaire. Mais sinon, oui, c'est l'allongement du QRS. La durée du QRS qui est allongée. Oui. C'est ça le secret. Et comment savoir si elle est droite ou gauche? Ça, on va voir. C'est la morphologie des QRS en précoce. Ça, c'est un détail, on va le voir. D'accord. Merci. Et première condition, avant de parler de largeur des QRS, il faut que le rythme soit supraventriculaire. D'accord. Et pourquoi le rythme, il faut impérativement qu'il soit supraventriculaire? Parce que, par exemple, si vous avez une tachycardie ventriculaire, vous n'avez pas encore fait ça, vous avez un rythme qui est né au niveau du ventricule, bien sûr, en pathologie. Parce qu'en physiologie, le rythme n'est pas au niveau du ventricule. Mais si vous avez un rythme qui est né au niveau du ventricule, par exemple, un rythme qui est né au niveau, on va dire, au niveau du ventricule gauche, vous avez la transmission qui va se faire de proche en proche pour dépolariser le ventricule gauche. Et puis, le ventricule droit va être dépolarisé à partir du ventricule gauche. Donc, ça va prendre du temps. Donc, le QRS va être large, mais ce n'est pas un bloc de branche, ça. Ça, c'est un rythme ventriculaire. D'accord? Le rythme, donc le bloc de branche, c'est un rythme supraventriculaire, mais il y a une branche qui est bloquée. D'accord? Parce que la largeur du QRS, ça veut dire que QRS large, ça veut dire qu'il y a un ventricule qui se dépolarise avant l'autre. Mais la cause pour le bloc de branche, c'est un bloc de branche.
Mais il y a d'autres causes qui peuvent donner un QRS large. C'est pas que le bloc de branche. Mais dans ce cas-là, le rythme va être ventriculaire. C'est pour ça que j'exige un rythme supraventriculaire. D'accord? Parce qu'un QRS large, ça peut être soit un bloc de branche, soit un rythme ventriculaire. D'accord? C'est pour ça que pour parler de bloc de branche, il faut que le rythme soit supraventriculaire. OK? Donc, je rentre maintenant dans les détails puisque vous m'avez dit comment faire la différence entre bloc de branche gauche et bloc de branche droit. Donc, le bloc de branche gauche, bien sûr, on a des conditions communes à tous les blocs de branche. Donc, rythme supraventriculaire avec PR supérieur égal à 0,12. Donc, la durée du QRS est supérieure à 0,12. Jusque-là, c'est bloc de branche. On n'est pas rentré dans... Et puis, pour voir que c'est un gauche ou droit, il faut regarder les QRS en tricordial. Donc, en V1, V2, V3, V4, V5, V6. Principalement en V1 et V6. Donc, c'est en V1 et en V6 que je pourrais faire la différence entre bloc de branche droit et bloc de branche gauche. D'accord? Donc, en dérivation V5, V6 et même V1 à VL pour le bloc de branche gauche, j'aurai un aspect de bande onde R élargie et crochetée. D'accord? Et j'ai une disparition de l'onde Q, la petite onde Q, parce que l'aspect normal en V5, V6 pour le CGM normal, c'est petit Q grand R. D'accord? Mais cette petite Q, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle correspond à la dépolarisation septale. La dépolarisation septale se fait à partir de la branche gauche. Donc, en cas de bloc de branche gauche, cette dépolarisation septale disparaît. Donc, vous n'avez pas d'onde Q. En plus, vous avez une grande onde R exclusive, projetée, donc bien sûr large, qu'on trouve en V5, V6. OK? Et comme V5, V6, en général, on a le même aspect en V1 à VL. OK? C'est ça un bloc de branche gauche. Je vous montre un ECG. Donc, un ECG. Pardon, je vous montre le schéma d'abord. Donc, vous allez trouver une onde R exclusive projetée en V6. C'est ça le bloc de branche gauche. Hein? Donc, vous avez une grande onde R, donc ample, projetée, large, mais sans onde Q. D'accord? Ça, c'est en V6. En V5, qu'est-ce que je vais avoir? C'est la même chose. Pardon, en V1, c'est la même chose, mais l'inverse. Je vais avoir une onde S qui est large. D'accord? On peut avoir un aspect QS. C'est le même phénomène. Mais ce qui est vu ici comme positif est vu ici comme négatif. D'accord? C'est ça le bloc de branche gauche. Là, c'est un ECG qui montre un bloc de branche gauche. D'accord? Donc, vous avez un rythme sinusal. Puisque je vois les entrées. Regardez, les entrées, on les voit bien en D2. On les voit pas, on les voit bien en D1. Donc, vous avez des entrées ici. Et avant chaque QRS, d'accord? Avec un PR qui est supérieur ou égal à 0,12. Donc, première condition remplie. Deuxième condition, vous avez des QRS qui sont larges. Donc, supérieur à 0,12. Là, c'est environ 4 carreaux. Ça fait 3 petits carreaux. D'accord? Là, vous avez des QRS qui sont larges. Et maintenant, pour savoir est-ce que c'est un bloc de branche gauche ou droit, je vais aller en précordial. Là, je vois qu'il y a un aspect de R exclusif. D'accord? R exclusif. Donc, il n'y a pas d'onde Q et j'ai une onde R. Et là, j'ai une onde en V1, j'ai une onde S qui est large. D'accord? Et là, j'ai une onde R qui est large. Donc, c'est un bloc de branche gauche. C'est ça le CG d'un bloc de branche typique. Hein? Ça va? Est-ce que vous avez Docteur, compris? en D1, Oui. D2, on remarque que les QRS sont larges, mais leur amplitude a diminué. Est-ce que c'est comme ça dans tous les blocs de branche ou spécialement pour cette CG? Non, en général, l'amplitude est augmentée. Cette UCG il est un peu, je pense que le voltage est diminué. Mais non, regardez l'aspect en V6 et V1, c'est le même. Mais je pense que le CG, et regardez même les lettres, comment elles sont. Donc, c'est l'image qui est un peu ratatinée, d'accord? Mais les ondes R sont amples. Elles peuvent ne pas être. D'accord, merci. C'est pas une diminution de l'amplitude. En général, regardez, en V1, AVL, c'est le même aspect qu'en V6. Donc ça, c'est un aspect typique. Mais regardez, c'est un peu, l'image n'est pas très belle. Même là, les V, regardez comme ils sont.
Alors, pour celui-là qui demande comment reconnaître un bloc de branche, je le répète, sur le CG. Alors, première des choses, première condition, je répète à chaque fois, pour la énième fois, rythme supraventriculaire. Là, le rythme est sinusal, donc le rythme sinusal supraventriculaire, donc vous avez T avant chaque QRS, ok. Le PR, il est supérieur ou égal à 0,12, voilà le PR. Il est supérieur à 3 petits carreaux. Et vous avez un QRS large. Donc le QRS est large, ça veut dire que j'ai un bloc de base. Alors, pour savoir est-ce que gauche ou droit, je n'ai pas encore décrit le droit. On y arrive pas, j'ai décrit uniquement le bloc de branche gauche. Donc je vois V5 et V1. Toujours pour le diagnostic de bloc de branche, regardez V1 et V6. D'accord. Maintenant, si j'ai un aspect de R en V6, R large, bien sûr, la largeur qui est plus importante, avec un complexe projeté et absence d'ampui, c'est un bloc de branche gauche. Et un autre signe, au niveau de V1, j'ai donc S qui est large. Je peux avoir un aspect QS. Hein. Je peux avoir une petite R, mais je peux avoir un aspect QS. Surtout S est large. Donc S est large. C'est ça le bloc de branche gauche. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à votre question? Maintenant, le bloc de branche droit complet, toujours les mêmes conditions communes. Donc, le rythme est supraventriculaire avec un espace PR supérieur ou égal à 0,12 secondes. Et l'enregistrement du QRS, c'est qu'il est supérieur ou égal à 0,12 secondes, donc à 3 petits carrés. Maintenant, je vais voir la morphologie. Donc, la différence entre BBD et BBG, c'est la morphologie des QRS. D'accord? Donc, le BBD, je vais voir B1, B2. B1, B2, j'aurai un aspect de RSR'. D'accord? Donc, j'aurai un aspect de RSR', donc une petite positivité, puis une négativité, puis une positivité. D'accord? Par contre, en V5, V6, j'aurai plutôt, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une onde S large. D'accord? C'est comme si une image en miroir. Quand j'ai une onde R, quand j'ai un bloc de branche donc droit, j'ai une onde S large en V5, V6. Quand j'ai un bloc de branche gauche, j'aurai une onde S large en V1, V2. C'est ça, d'accord? Donc, pour le bloc de branche droit, j'aurai un aspect RS, R'. C'est l'aspect le plus fréquent, mais je peux avoir aussi un aspect petit r R' ou R. Et je peux avoir même R exclusif, mais c'est rare. Le plus souvent, c'est cet aspect que je vois. C'est RS, R'. Et celui-là. Maintenant, on arrive aux hémibranches, hémiblocs. Donc, on a dit, donc, pour les blocs intraventriculaires, donc je peux avoir un problème au niveau de la branche gauche, je peux avoir un problème au niveau de la branche droite, je peux avoir un problème au niveau de la branche gauche, mais je peux avoir aussi un problème au niveau des deux hémibranches de la branche gauche. D'accord? Là, je sais que c'est un peu trop pour vous, mais essayez de revoir ça tout à l'heure à tête reposée. Et si vous voulez qu'on fasse une autre séance, ben, si vous avez des questions après, on pourra revoir. D'accord? Donc, il existe donc un hémibloc antérieur gauche quand c'est la branche antérieure qui est touchée ou un hémibloc postérieur gauche quand c'est la branche postérieure qui est touchée. D'accord? Là, ce schéma, pour moi, il résume les caractéristiques électriques de l'hémibloc antérieur gauche et de l'hémibloc postérieur gauche. Donc, essayez de suivre avec moi. Donc, je commence par l'hémibloc antérieur gauche. Première condition toujours, rythme supraventriculaire. OK. Le QRS n'est pas forcément large. Le QRS peut être fin. D'accord. Alors, le rythme est supraventriculaire avec PR supérieur à 0,12. Qu'est-ce que j'aurai pour l'hémibloc antérieur gauche? Première chose, j'ai un axe hypergauche. D'accord. Un axe hypergauche, ça veut dire qu'il est au-delà de moins 30. Il y en a même qui disent au-delà de moins 45. D'accord? Donc, c'est un axe hypergauche. L'axe normal du QRS, rappelez-vous, en général, c'est entre 0 et 90. OK? Donc, ça, c'est une déviation hypergauche. Ce qui n'est pas normal. Si vous trouvez un axe hypergauche à moins 30, moins 45, il faut suspecter un trouble conductif. Parce que l'axe normal du QRS, pardon, c'est entre 0 et 90.
vous avez un axe hypergauche. En plus, vous avez un critère morphologique. En D1, vous avez un aspect petit q grand R. Et en D3, vous avez un aspect petit r grand S. Ce qui concorde avec mon axe hypergauche. D1, c'est ample, c'est positif. Et D3, c'est négatif, parce que l'axe est hypergauche. Alors, si je vois AVR, je vais la trouver encore plus ample que D1. D'accord? Donc, ça veut dire quoi, un axe hyper-gauche? Un axe hypergauche. Rappelez-vous du cercle qu'on a fait pour calculer l'axe du QRS. Vous vous rappelez? Vous vous Oui, rappelez du oui. cercle? Donc, vous avez D1 AVR. Entre D1 AVR, donc c'est entre 0 et plus 90, c'est l'axe normal. D'accord? Dans le cadre entre 0 et moins 90, c'est une déviation axiale gauche. Entre Ah, 80, d'accord, oui, c'est bon, j'ai compris. voilà, entre 80, plus 90 et 180, c'est une déviation axiale droite. OK? Donc, mais quand je dis hémibloc antérieur gauche, il ne suffit pas d'avoir une déviation axiale gauche. Il faut qu'elle soit très importante. Donc, si j'ai une déviation axiale gauche juste à moins 10 ou moins 20, ce n'est pas un hémibloc antérieur gauche. Ça peut être une HV, autre chose, mais pas un hémibloc. Hémibloc, ça donne une déviation axiale vraiment importante. D'accord? Donc, au-delà de moins 30, voire pour certains, moins 45. D'accord? C'est pour ça que c'est important de calculer l'axe du QRS. Et j'aurai aussi un aspect morphologique, petit r, petit q, pardon, grand R en D1 et petit r, grand S en D3. Maintenant, pour l'hémibloc, maintenant, ça c'était de ce côté-là. On a parlé d'hémibloc antérieur gauche. Maintenant, on passe à l'hémibloc postérieur gauche. Là, vous allez oublier cette partie et regarder avec moi de ce côté-là. Donc, l'hémibloc postérieur gauche, c'est exactement, point par point, l'opposé de l'hémibloc antérieur gauche. Donc, bien sûr, les mêmes conditions, supravasculaire, PR supérieur égal à 0,12, mais là, j'aurai un axe hyper droit. D'accord? Un axe hyper droit. OK? Donc, axe hyper droit, donc il va au-delà de, on va dire, plus 120 degrés. Pas moins, plus 120 degrés. OK? Et j'aurai un aspect morphologique. Donc, j'aurai le contraire de ce que j'ai vu tout à l'heure. Ce que j'ai vu en D1, je vais le voir en D3 maintenant. Donc, D3, j'aurai un aspect petit q grand S. Oui, pardon, petit q grand R. Et j'aurai un aspect en D1, petit r grand S. Qui concorde avec un axe hyper droit. D'accord? Parce qu'en D3, j'ai une onde L ample. Donc, forcément, mon axe est quelque part à droite. D'accord? Donc, c'est ça. Si vous comprenez ce schéma, vous avez compris les hémiploques, l'aspect électrique des hémiploques. Est-ce que la diapo est toujours figée? Est-ce que vous voyez ce que je vous montre? Est-ce que ça va? Non, ça avance pas. Oui, parce que je n'ai pas avancé. Vous voyez là la plaque des hémiploques, c'est ça? Qu'est-ce que vous voyez? L'atteinte des deux hémibranches de la branche gauche. Oui, c'est ça. Donc, je vais avancer. Est-ce que vous avez compris ça, cette plaque? Est-ce Oui, que... Oui. Espérons, mais essayez de revoir ça aujourd'hui, d'accord? Essayez de revoir ça et vous allez voir que c'est pas très difficile. Bon, pour les hémibranches, les hémiblocs, c'est un peu pour les blocs de branche. Mais surtout pour les PAV, c'est pas difficile, d'accord? Là, c'est un schéma qui résume tout, donc le bloc de branche droit et le bloc de branche gauche et les hémiblocs. D'accord? Donc, il y a quelques notions à retenir. Par exemple, si vous avez un bloc de branche droit, plus un hémibloc. Donc, vous avez la branche droite qui est bloquée, plus une des deux branches de la branche gauche. On appelle ça bloc bifasciculaire, parce que vous avez deux faisceaux qui sont bloqués. D'accord? Le bloc bifasciculaire, donc vous avez, on va dire qu'il y a un seul faisceau qui reste fonctionnel. Pour le bloc, si vous avez un bloc bifasciculaire, donc vous avez déjà deux faisceaux qui sont atteints, donc vous avez un bloc de branche droit avec un hémibloc soit en extérieur, et vous avez un PAV du premier degré associé, donc intérieurement. Là, il faut suspecter un bloc trifasciculaire. Je dis bien suspecter, pas être sûr, parce qu'il faudrait passer. Avant, c'était ça la définition du bloc trifasciculaire. Un bloc trifasciculaire, il faut savoir que c'est grave, parce que ça peut aller donc vers une asystolie.
D'accord? Donc, ça peut aller vers une asystolie. Voilà, donc si vous avez un bloc prévasculaire, il faudrait mettre un pacemaker. Il faut savoir qu'un un BBG avec axe gauche et BAV premier degré, aussi il faut avoir peur d'un bloc prévasculaire. Et surtout, ça c'est ce qui est à retenir surtout. Par exemple, si vous avez un patient, vous faites aujourd'hui un ECG, vous trouvez un bloc de branche droit complet. Un autre jour, ou tout à l'heure, ou dans une heure, vous faites un autre ECG, vous trouvez un bloc de branche gauche. Donc, une fois vous trouvez un bloc de branche droite, une fois un bloc de branche gauche. Ça, c'est grave parce que ça veut dire que les deux branches sont malades. Et si les deux branches sont malades, donc un jour, elles peuvent, si les deux branches s'arrêtent en même temps, ça va être un bloc complet. D'accord? Infraïcien. Donc, c'est grave. Donc, c'est l'équivalent d'un BAV complet infraïcien. Donc, si vous avez une alternance de BBD complet, de BBG complet, on appelle ça le bloc alternant. Et c'est l'équivalent d'un BAV complet infraïcien. C'est une urgence, il faudrait donc stimuler. On parlera tout à l'heure brièvement du traitement, des troubles conductifs. Bon, pour celle qui a posé la question, c'est quoi un rythme supraventriculaire? Alors, un rythme supraventriculaire, c'est tout simplement un rythme qui naît soit au niveau du nœud sinusal, soit au niveau des oreillettes, soit au niveau donc, du nœud AV. Donc, l'essentiel qui naît avant la bifurcation du faisceau de His. C'est ça un rythme supraventriculaire. D'accord? Donc, le rythme normal, bien sûr, c'est le rythme sinusal, mais en pathologie, par exemple, la fibrillation atriale, c'est un rythme supraventriculaire, la tachycardie atriale, c'est un rythme supraventriculaire, le flotteur atrial, donc tout ce que vous avez fait comme trouble du rythme à l'étage atrial, donc la tachycardie, tout ça, c'est des rythmes supraventriculaires. Donc, un rythme supraventriculaire, par définition, c'est un rythme qui naît avant la bifurcation du faisceau de His. Donc, en général, il naît soit au niveau de l'oreillette, soit, bien sûr, soit le nœud sinusal, l'oreillette ou le nœud AV en général. Alors, les étiologies des troubles conductifs. Donc, là, j'ai peur que, je ne sais pas, est-ce que vous dormez? Alors, les étiologies. Qui peut me dire les étiologies? Donnez-moi quelques étiologies. C'est vrai que c'est un cours, mais j'aimerais avoir une petite participation. Selon vous, qu'est-ce qui peut donner un BAV, un bloc auriculoventriculaire? La lésion des Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? la lésion des nœuds et des faisceaux. Oui, mais justement, qu'est-ce qui peut donner une lésion du nœud et des voies de conduction? Des troubles ioniques, par exemple. Très bien. Donc, une hypercalémie peut donner un trouble conductif. Principalement, c'est l'hypercalémie. Hein. Retenez une chose, je profite de cette occasion. L'hypercalémie, c'est celle qui donne des troubles conductifs. Elle donne les blocs sino-oculaires et les BAV. D'accord, les deux. Par contre, l'hypocalémie, elle ne donne pas de troubles conductifs. Elle donne tout ce qui est troubles d'excitabilité, les extracystoventriculaires, le TB. D'accord. Donc, pour les troubles conductifs, c'est l'hypercalémie qui donne les troubles conductifs. D'accord. Donc, oui, c'est juste. Donc, l'hypercalémie. Donc, trouble ionique, mais principalement, c'est l'hypercalémie. L'hypo, non, ça ne donne pas de trouble conductif. L'hypocalémie, ça donne un autre problème. L'IDM, pour celle qui a dit IDM, oui, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que les nœuds, les voies de conduction, comme tout tissu, elles sont donc ils sont irrigués par la vascularisation coronaire. D'accord? Donc, si, par exemple, si l'artère qui nourrit le nœud AV est bouchée, donc j'aurai un BAV. OK. Mais là, je marque une petite pause pour parler de BAV dans le syndrome coronaire aigu. D'accord? Donc, vous avez deux types de, enfin pas deux types. En fonction du problème, si vous n'avez pas encore fait syndrome coronaire aigu, il faut retenir une chose. Vous avez le syndrome coronaire ischémie antérieure, donc quand ça touche l'interventriculaire antérieure, et vous avez le syndrome coronaire inférieur, donc quand ça touche la coronaire droite. Il faut savoir que quand vous avez un BAV, donc un BAV qui est dû à un infarctus inférieur, donc le problème se situe au niveau du nœud AV. Pourquoi? Parce que le nœud auriculoventriculaire est irrigué par une branche
par une branche de la corne d'accord. Un infarctus qui touche la corne droite, en général, déjà, il est petit, il est moins grave, sauf quand il y a une extension vers le droit. En général, c'est pas grave, sauf s'il y a extension vers le VD, comme je vous ai dit tout à l'heure, au cours du CP. Mais quand vous avez un bloc, un BAV qui complique un infarctus intérieur, en général, c'est une atteinte du nœud AV. En général, c'est réversible. D'accord? Et c'est pas grave parce que c'est un bloc nodal. Par contre, si vous avez un infarctus antérieur qui se complique de BAV, ça c'est grave. Pourquoi? Parce que l'interventriculaire antérieure, qu'est-ce qu'elle hérite? Elle hérite de IS et ses branches. Donc, si vous avez un BAV au cours d'un infarctus antérieur, ça c'est grave parce qu'il est infra-ISA et en général, il est irréversible. D'accord? Donc, le bloc, comme j'ai dit tout à l'heure, que le bloc plus il est bassé, plus donc le PA de l'infarctus antérieur, il est bas situé. Donc, quand vous ferez complication de l'infarctus, vous aurez des troubles conductifs. Donc, les troubles conductifs qui compliquent un infarctus antérieur, il est beaucoup plus grave qu'un trouble conductif qui complique un PAD inférieur. Est-ce que ça va? Donc, il y en a qui ont dit endocardite. Enfin, c'est une question, est-ce que ça peut donner un BAV? La réponse est oui. Oui, une endocardite infectieuse peut donner un BAV. Dans quel cas une endocardite infectieuse peut donner un BAV? Est-ce que vous pouvez me répondre? Vous avez fait pour endocardite infectieuse. Dans quel cas l'endocardite infectieuse peut-elle donner un BAV? Est-ce que je peux avoir une réponse? Par quel mécanisme l'endocardite, justement, donnerait-elle un BAV? Par quel mécanisme? On entend la réponse. Atteinte du septum. Oui. Embolie, non. Embolie, non. Embolie, c'est en général quand on parle d'embole, de végétation et tout, c'est au niveau vasculaire. C'est pas une embole de végétation qui va donner un BAV, non. Par contre, l'atteinte septale, oui. Dans quel cas, question de petite perforation, non. C'est pas la végétation qui va donner un BAV. Je reste dans l'idée de l'atteinte du septum. Dans quel cas j'ai une atteinte du septum? Essayez de développer plutôt cette idée. Dans quel cas? Très bien. Pour celle qui a dit abcès, très bien. Alors, justement, parce que surtout quand vous avez une endocardite de l'aorte, d'accord, une endocardite de la valve aortique, ça peut donner un abcès septal, d'accord. Et l'abcès septal, donc, il va toucher, donc, au niveau du septum, donc, circulent les voies de conduction. Donc, si les voies de conduction sont touchées par l'abcès, ça, c'est grave, hein. C'est vraiment grave comme complication d'endocardite infectieuse. Parce que l'abcès septal en lui-même, c'est grave. Et encore quand ça donne un BAV, c'est grave parce que vous avez le trouble conductif qui s'associe déjà au tableau, qui est gravissime. Parce que l'abcès, le fait d'avoir un abcès, il faut intervenir. Parce que l'abcès, les antibiotiques n'arrivent en général pas, les germes sont protégés par l'abcès, donc il faudrait ouvrir et évacuer l'abcès. D'accord? Donc c'est grave déjà d'avoir un abcès. C'est pour ça que, par exemple, quand vous avez un patient qui a une endocardite infectieuse et vous assurez le suivi, donc il est hospitalisé, il est sous traitement, vous êtes en train de suivre ce patient, donc il faudrait faire des ECG au moins 2 fois par jour. Pourquoi? Pourquoi? Pour justement surveiller la conduction AV. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de BAV premier degré, j'ai dit que le BAV premier degré, c'est pas grave parce que c'est nodal. Mais chez quelqu'un qui a une endocardite infectieuse, déjà, on a déjà vu ça au service. Déjà, le fait de commencer à avoir un BAV premier degré, là, je dis peut-être qu'il y a un abcès qui est en train de se former. D'accord? Et donc, en surveillance, ça évolue en général vers le BAV complet. Donc, il faut vraiment s'inquiéter quand vous avez un patient qui a une endocardite de la valve aortique et qui commence à faire du BAV, même si le BAV n'est pas de 3e degré. OK? Donc, c'est vraiment inquiétant. Donc voilà, le nom de cardite infectieuse, c'est une cause. Donc surtout quand il n'y a
pas surtout. Quand il y a un abcès septal, ça donne un BAV. C'est pas par embolisation ou végétation, autre chose, non. La végétation dans d'autres complications, pas le BAV. Alors, qu'est-ce que vous avez cité? Vous avez cité l'infarctus. Donc, vous avez parlé d'infarctus, vous avez parlé d'endocardite, encore quelques étiologies. Vous avez parlé de médicaments, j'ai vu des gens qui ont écrit médicaments. Oui, c'est juste les médicaments, donc bradycardisants, tout ce qui est bêta-bloquant, tout ce qui est les inhibiteurs calciques bradycardisants. Il y a certains antidépresseurs qui peuvent donner des BAV. Ça, c'est très théorique. En général, quand les médicaments donnent un BAV, en général, il y a des lésions sous-jacentes organiques. Mais pour vous retenir ça, c'est des causes réversibles. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi comme étiologie? J'attends toujours. Congénital, très bien. Donc, il y a le BAV congénital. Donc, il y a des gens qui naissent avec un BAV congénital. Ce qui est commun comme cause de BAV congénital, en général, quand la maman a une maladie auto-immune, elle peut avoir des anticorps qui sont dirigés contre le système conductif de son fœtus. Donc, le fait que la maman ait une cardiopathie, donc le fait que la maman ait une maladie auto-immune, donc peut avoir des conséquences. Attendez une seconde, je vérifie parce qu'il y a ma tablette qui va être déchargée. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres causes. Il y a, par exemple, je m'attendais de votre part de me parler de rétrécissement aortique. J'imagine que vous avez fait le cours de rétrécissement aortique. Et par quel mécanisme j'ai un BAV dans le rétrécissement aortique? Par quel mécanisme? La calcification. Oui, voilà, un bloc calcaire toujours au niveau de l'aorte. Et comme vous avez compris, il y a une proximité entre les voies de conduction et la racine de l'aorte. Donc, le bloc calcaire qui se forme, donc il peut y avoir des coulées calcaires qui vont détruire les voies de conduction. Donc, si on vous demande, par exemple, un patient qui fait un RAO, parmi les symptômes du RAO, vous avez la syncope. D'accord? Donc, la syncope peut être due au RAO lui-même, donc au rétrécissement aortique, parce que il y a le cœur n'arrive pas à éjecter le sang, donc il y a une petite cérébrale, mais ça peut être dû aussi à un BAV. D'accord? Donc, le RAO, on trouve souvent, mais pas forcément. Je peux trouver un RAO sans BAV, non? Pas une conséquence obligatoire. Mais il y a souvent cette association de RAO et de BAV, parfois paroxystique. Hein? Donc, parfois, vous trouvez un ECG normal, parfois, vous trouvez un bloc, comme j'ai décrit tout à l'heure, bifasciculaire, trifasciculaire. Donc, c'est dû à une atteinte des voies de conduction. Donc, la première, mais la cause la plus fréquente, c'est dégénératif. Alors, si vous étiez dans les services, vous aurez vu que la plupart des gens qui ont un pacemaker, qui sont hospitalisés pour un BAV, sont des gens vieux. Donc, c'est le vieillissement normal des voies de conduction, comme tout vieillit chez l'être humain. D'accord? Comme il y a un vieillissement de la vue, de l'audition, de la peau, de tout ce que vous voulez. Donc, on peut avoir un vieillissement donc, des voies de conduction. Donc, la cause la plus fréquente, c'est la cause dégénérative. Ischémique, donc vous avez cité le syndrome de Corne aigu. Congénital, donc on vient parler du BAV congénital. J'ai dit maladie auto-immune chez la maman. Il y a aussi des cardiopathies. Parfois, le BAV, il n'y a que le BAV. Donc, le cœur est normal, mais vous avez un BAV chez l'enfant. Mais parfois, il y a des cardiopathies congénitales qui s'associent avec un BAV, principalement donc, la persistance du canal atrioventriculaire. Donc, c'est une pathologie qui s'accompagne généralement de BAV. Il y a les médicaments, vous les avez cités. Iatrogène, par exemple, en cas de chirurgie, toujours chirurgie de la valve aortique. Donc, le chirurgien peut traumatiser donc, les voies de conduction et le patient peut finir, ça c'est une complication connue de la chirurgie de la valve aortique, donc je peux avoir un BAV. Il y a aussi l'ablation, il n'y a pas que la chirurgie, il y a l'ablation par radiofréquence. Parfois, il y a une voie accessoire, donc qui est proche des voies de conduction. Donc, en ablatant
la voie accessoire, on peut léser les voies de conduction. Donc, on peut avoir un BAV. Donc, ça peut donner un BAV. Rétrécissement aortique, on en a parlé. Abcès septal, on en a parlé. L'hypothyroïdie profonde aussi peut donner des troubles de la conduite. Voilà, c'était principalement ça, les étiologies. Le traitement. Donc, le traitement, il n'y a pas de médicament là. Il n'y a pas un médicament pour traiter les troubles conductifs. Attendez, je vais juste voir quelles sont les questions. Ah oui, vous avez répondu à la question de votre BAV, plus BAV premier degré, plus BBD complet. Axe gauche est un bloc trifasciculaire. C'est une suspicion. C'est pas, je vous ai dit avant, oui, c'était ça la définition du bloc trifasciculaire. Maintenant, il faut confirmer par un examen endocavitaire pour être sûr que c'est un trifasciculaire. Il faut s'inquiéter, d'accord? Si vous avez par exemple un BAV premier degré, BBD, axe gauche, chez un patient qui consulte pour syncope, il faudrait mettre un pacemaker, il faut le traiter, d'accord? Donc le traitement, justement. Donc le traitement, je vous ai dit qu'il n'y a pas un médicament qui traite les troubles conductifs. Donc, vous avez des voix qui sont malades, donc si elles sont malades, il n'y a pas un traitement pour, voilà, il n'y a pas de chirurgie non plus, d'accord, pour établir les voies accessoires, les voies, pardon, de conduction. Donc, en cas de trouble conductif sévère ou de syncope, là, c'est grave. Ça veut dire que le pronostic immédiat, le pronostic vital immédiat est engagé. Si vous avez quelqu'un qui fait une syncope, toujours chez nous en cardio, on a toujours peur des syncopes, hein, que psychologie, parce que quelqu'un qui fait une syncope maintenant, ça veut dire qu'il y a eu une interruption de l'irrigation sanguine du cerveau. Donc, comme il a fait une syncope, son syncope, c'est réversible. Mais comme il a fait cette syncope, ça peut être un arrêt cardiaque carrément. Donc, syncope, ça veut dire qu'il a récupéré, mais il peut ne pas récupérer. Donc, ça peut être un signe d'alarme. Donc, il faudrait, si quelqu'un a fait une syncope à cause d'un trouble conductif, donc si quelqu'un fait une syncope, il faudrait le stimuler en urgence. Donc, il faudrait assurer une fréquence cardiaque suffisante. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On monte une sonde à l'intérieur du cœur. Donc, à l'intérieur du ventricule droit, on pique la veine fémorale et puis on fait monter une sonde qui va monter et rentrer dans le cœur. On va la mettre au niveau du ventricule droit. Donc, cette sonde va être reliée à l'extérieur avec un boîtier. Donc, le boîtier qui va assurer la stimulation en attendant de mettre un pacemaker. D'accord? Maintenant, si la cause est réversible, on va traiter la cause. Par exemple, si c'est un médicament, si c'est un trouble biologique, il faut traiter la cause. D'accord? Si ce n'est pas une cause réversible, il faudrait penser à une stimulation définitive. Donc, c'est la stimulation d'urgence, il faudrait la garder juste le temps de voir est-ce que c'est réversible ou pas. Donc, il faudrait penser à une stimulation cardiaque définitive par l'implantation d'un pacemaker. Double chambre, le pacemaker, c'est quoi? C'est une pile. D'accord? C'est une pile qui est reliée à deux sondes. Une sonde au niveau de l'oreillette et une sonde au niveau du ventricule. Donc, et la pile, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stimuler le cœur. Donc, puisqu'il y a un problème de conduction entre l'oreillette et le ventricule, donc le pacemaker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter quand vous avez une onde P. Quand il y a une onde P, il va stimuler le ventricule. D'accord? Donc, j'aurai un rythme stimulé. Parce que l'influx électrique n'arrive plus à être transmis entre oreillette et ventricule. C'est ça un pacemaker. Donc, un pacemaker double chambre, ça veut dire qu'il a deux centres, dans l'oreillette droite et dans l'oreillette gauche. Avant, il y avait aussi le pacemaker monochambre, pas avant, même maintenant ça existe. Donc, c'est une seule sonde au niveau du ventricule droit. D'accord? Mais en général, actuellement, on met toujours un pace double chambre, sauf quand il y a une fibrillation atriale. S'il y a une fibrillation atriale, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas d'onde P sinusale de toute façon. Donc, ça ne sert à rien de synchroniser, parce que l'avantage du double chambre, c'est de synchroniser l'oreillette et le ventricule. Donc, j'aurais P, QRS, P, QRS, comme en physiologie. Comme ça va permettre un bon remplissage du ventricule et tout. Mais si je n'ai pas d'onde P, de toute façon, il n'y a pas de systole auriculaire. Donc, je mets une seule sonde au niveau du ventricule droit et on va stimuler en fonction d'une fréquence qu'on choisit nous. D'accord? Donc, c'est ça le traitement. Le traitement d'urgence, c'est ça. C'est une montée de sonde en urgence. Donc, pour stimuler si quelqu'un a syncopé, donc s'il ne peut pas attendre. S'il y a un BAV gentil, donc URS, fréquence pas très basse, je ne suis pas obligée de monter une sonde. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas syncopé,
et tout, je peux attendre tranquille l'implantation. Si quelqu'un consulte, par exemple, la nuit, on n'a pas le temps de mettre le bloc n'est pas ouvert pour mettre un pacemaker définitif, ou si on suspecte aussi une cause réversible, donc il faut monter une sonde de stimulation temporaire en attendant de voir et soit donc, traiter la cause, soit décider de faire une stimulation définitive. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le cours est compliqué? Non, pas vraiment. Ah bah c'est bien, j'espère que c'est l'avis de tout le monde. Donc il Il y faudrait a beaucoup de revoir. détails à assimiler. Pardon? Beaucoup de choses Il y a à... beaucoup de détails à Oui, mais il faut juste être logique. N'essayez pas d'apprendre, juste de comprendre. Bon, il y a des choses à apprendre, pas beaucoup. Par exemple, la morphologie du bébé, du bébé, mais c'est une question aussi de logique. Hein. Comprendre comment se fait l'activité électrique, c'est tout. Pour les bébés, je trouve que c'est simple. Bloc auriculoventriculaire, c'est simple. Alors, puisque vous ne posez pas de questions, alors je vous montre des ECG et vous allez faire le diagnostic. Et on finit par ça. Donc, on va voir un peu le côté pratique. Là, vous avez un tracé. Vous voyez tous le tracé. Alors, j'attends, je vous donne 2 minutes, votre diagnostic. Trouble conductif, hein, c'est toujours dans le... je ne vous demande pas de faire un diagnostic. Je vous demande, c'est en relation avec le cours. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme trouble conductif? Allez, j'attends. Pourquoi j'ai aucune réponse? On a un allongement. Docteur, on voit un allongement du PR au niveau du D2. Oui, oui. Donc, c'est quoi? C'est un BAV, donc un Voilà, premier c'est tout degré. simplement un BAV premier degré. Alors, pour les chénales, pourquoi bloc sino-oculaire? Il n'y a pas d'entité qui manque. C'est un problème entre P et QRS. Donc, problème entre P et QRS égale BAV. Et PQRS, donc c'est juste un allongement, donc c'est un BAV premier degré. Je ne sais pas pourquoi vous avez dit bloc sino-oculaire. Alors, on passe à l'autre tracé. Donc là, vous avez un ECG 12B, voilà, et vous avez un tracé lent. Comme je vous ai dit, il faut toujours un tracé lent. Donc, vous avez en V1, toujours en V1 ou D2, parce que c'est en V1 ou D2 qu'on voit bien l'entrée. Et les troubles conductifs, et il faut voir la relation, comme je vous ai dit, entre P et QRS. D'accord? Donc, sur ces deux lignes, vous pouvez me faire le diagnostic du trouble conductif. J'attends vos réponses. Alors, pour les chiffres, vous avez compris pourquoi c'est pas un bloc sino-oculaire pour l'autre tracé. C'est un BAV du deuxième degré avec Mobitz 1. Les PR s'allongent progressivement. D'accord, je retiens la réponse et j'attends les réponses des autres. Alors, il y en a qui disent, bon, BAV2, il y en a qui ont dit 2 pour 1. Donc, il y en a Je qui ont dit, dirais oui, BAV2, Mobitz 1. d'accord. Parce que les PR sont Oui, croissants. mais ne dites pas croissant, dites Mobitz 1 pour les gens Ah, qui sont en train d'écrire croissant. d'accord. Donc, il faut écrire
à l'examen, si vous dites croissant, bon, comment je vais faire pour faire mon diagnostic? C'est très, très simple. Alors, je vais suivre, par exemple, ici, je peux faire ça ici. Hein. Je vais faire sur des deux. J'ai une P, un QRS, je suis à mon rythme. J'ai une P, un QRS avec un PR qui s'allonge. Et une P bloquée. D'accord? Déjà là, j'ai ma réponse, c'est un MOBIT 1, donc c'est un BAV, voilà, un BAV deuxième degré MOBIT 1. Et puis, le cycle redémarre avec un PR qui ressemble au premier. Déjà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que pour le MOBIT 1, vous avez un PR avant l'entrée bloquée qui est toujours plus lent que le PR après l'entrée bloquée. Donc, ça conforte mon diagnostic. Après, je continue. C'est vrai, je comprends les gens qui ont dit 2 pour 1. C'est pas la réponse juste, mais je comprends leur réponse. Parce que là, vous avez une P bloquée et puis vous avez une P conduite. P bloquée, P conduite. Alors, si j'avais que ça, j'aurais dit oui, 2 pour 1. Mais en voyant tout ça, c'est un MOBIT 1, c'est pas un 2 pour 1. D'accord? C'est vrai que là, j'ai une P bloquée, P conduite, P bloquée, P conduite. Mais après, ça redémarre le MOBIT 1. Donc, c'est un MOBIT 1. Le fait d'avoir un MOBIT 1 sur le tracé, donc il faut dire MOBIT 1 et non pas 2 pour 1. Est-ce que c'est compris? Est-ce que tout le monde a compris ce tracé? Vraiment, c'est le beau MOBIT 1. C'est un sujet, c'est un ECG typique. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Alors, la suite, je vais faire la suite. Maintenant, voilà, 1 minute aussi pour réfléchir. J'attends vos réponses. Docteur BAV2, MOBIT 2. Ok, je retiens cette réponse. Les autres, bon, il y en a qui ont dit BAV3. Je n'ai pas encore dit ce qui est juste. J'attends d'autres réponses. Malheureusement, j'ai l'impression de travailler avec 4-5 personnes maximum. Donc, un autre BAV3. Essayez de réfléchir bien, s'il vous plaît. Suivez sur V1, comme je vous ai montré pour l'exemple passé. Donc, suivez sur V1 le rythme. Alors, pour les gens qui ont fait un 3e degré, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? N'ayez pas peur, hein, si on est là pour apprendre. Pourquoi c'est 3, BAV 3e degré? Juste pour comprendre votre raisonnement. Pourquoi vous avez dit 3e degré? Le 3e degré, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une dissociation complexe. Donc, il n'y a aucune relation entre P et QRS. D'accord? Alors qu'ici, on va suivre notre rythme. Voilà. Vous avez P, QRS, P, QRS, P, QRS. En plus, c'est le même PR. Alors, comment peut-on dire qu'il n'y a aucune relation entre P et QRS? Donc, ce n'est pas un BAV 3e degré. Par contre, bon, voilà. Droit, non? Oui, oui. Mais avant d'arriver à ça, on est au trouble de la conduction AB. Et puis, on verra le trouble de la conduction, oui. Oui, c'est vrai, c'est bien. C'est un bloc de branche droit. Mais avant d'arriver à ça, je vais voir ma conduction AB. Donc, regardez ici. PQRS, PQRS, PQRS. Et puis là, il y a une P bloquée. Il y a une P bloquée. Donc, et puis là, la reprise de la conduction AB. Donc, cette P bloquée d'une façon intermittente, ça peut être qu'un BAV de 2e degré. Alors, je vais voir, est-ce que MOBIT 1 ou MOBIT 2? Les PR ici sont les mêmes, ils ne s'allongent pas.
Et le PR avant et après est le même. Donc, c'est un mobile 2. D'accord? Donc là, il y a un BAV deuxième degré mobile 2. Et puis, comme a dit votre camarade, il y a avec un aspect RSR', on ne va pas vraiment le R ici, mais c'est un RSR' avec S, avec une S qui est large en V6. Donc, c'est un bloc de branche droit. Oui, un bloc de branche droit avec un axe qui est droit. Parce que pour le bloc de branche droit, il faut toujours dire dans quel axe on est. D'accord, mais est-ce que vous avez compris mon but 2 ici? Pour les gens qui ont dit troisième degré, il y a une chose importante. On ne peut pas avoir des QRS comme ça irréguliers. Les QRS sont réguliers. Il n'y a pas de raison pour qu'ils soient irréguliers pour le BAV3, parce que c'est un rythme d'échappement. Si vous voyez que le QRS est irrégulier, il faut réfléchir. Si c'est un BAV, bien sûr, c'est un deuxième degré. Ça ne peut pas être un troisième. D'accord? Est-ce que c'est compris? Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont dit 3, BAV3, je ne sais pas pourquoi. Il y en a bien sûr qui ont dit BAV2. Alors, la suite, c'est le dernier. Hein. C'est le dernier, je vous libère. Docteur, s'il vous plaît, dans le tracé précédent, je me suis basée sur D2, chez le V1. Alors, oui. Alors, moi, pourquoi je me suis basée sur V1? D2 parce qu'il y a un petit lambeau. Vous ne pouvez pas faire le diagnostic ici. Un petit lambeau, regardez, attendez. Je vais là pour ça. J'ai dit qu'il faut un tracé lent pour faire le diagnostic d'un trouble conductif. Là, D2, c'est petit. D2, vous avez que 2 QRS. C'est vrai qu'on voit une entrée bloquée ici, mais c'est pas évident. Il faut un tracé lent, comme ça, pour faire le diagnostic. D'accord, oui. D'accord. Soit D2, soit V1, parce que, soit D2, soit V1, parce que c'est là où on voit bien l'entrée. D'accord. On aura D2 ici, comme tout à l'heure. Mais sur ça, sur un petit lambeau, on ne peut pas faire le diagnostic d'un trouble conductif. D'accord. D'accord. Par exemple, si j'avais que ça, j'aurais dit, il n'y a pas de trouble conductif AV. Il n'y a que bloc droit. Oui, D'accord. d'accord. Alors, le dernier tracé. Qu'est-ce qu'il y a? J'attends vos réponses. Encore deux réponses. VAV 2 sur 1. Alors, pour celle qui a dit Mobit 2, pourquoi? Pourquoi c'est Mobit 2? C'est pas un Mobit 2 parce que je vous ai dit quand c'est un 2 pour 1, je ne peux pas dire que c'est Mobit 2. Parce qu'il y a un seul P, il y a un seul intervalle PR entre deux P bloqués. Donc, il ne peut pas y avoir allongement ou donc, il ne peut pas y avoir deux PR pour comparer. Donc, c'est pas juste Mobit 2. Le juste, oui, la réponse juste, c'est 2 pour 1. Donc, voilà, je vous montre. 2 pour 1, mais avec une petite remarque. Hein. Donc, vous avez une P qui conduit, P bloqué, P conduit, P bloqué, P qui conduit, P bloqué, P qui conduit, P bloqué. Donc, je peux dire que c'est un 2 pour 1. D'accord? Mais si je suis très attentive, je peux remarquer quelque chose. C'est juste à la réponse 2 pour 1. Je l'accepte pour ce tracé. D'accord? Mais si je suis très attentive, je peux voir que le PR est là et un peu plus lent ici qu'ici. Légèrement. Hein. Donc, ça peut être un Mobit 1 au début qui s'est transformé en 2 pour 1. Parce que le PR ici est plus lent que celui-là. Mais vraiment, c'est quand on veut vraiment voir avec exactitude. Mais sinon, 2 pour 1, c'est accepté comme réponse. D'accord? Et si quelqu'un est vraiment attentif,
il remarquera que là, le PR est allongé par rapport à celui-là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure pour le mobile 1, quand on voit une P bloquée après est plus court qu'avant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'arrive pas à deviner la différence entre P bloqué et conduite. Vous ne devinez pas, vous voyez. P conduite, ça veut dire qu'elle a un QRS après elle, et bloqué, ça veut dire qu'elle n'a pas de QRS. C'est tout simplement ça, on ne devine pas. C'est une chose flagrante, d'accord? Par exemple, je reviens. Par exemple, quand je vous ai montré ici, donc celle-là, c'est une P conduite parce qu'elle a son QRS. Pardon. Attendez, je mets mon curseur. Voilà, ça c'est une P conduite parce qu'elle a son QRS. Ça c'est une P conduite parce qu'elle a son QRS. Ça c'est une P conduite parce qu'elle a son QRS. Mais celle-là, elle est bloquée. Il y a une P, regardez, elle ressemble à la morphologie de celle-là. Et pour savoir qu'il y a une autre P ici, par exemple, je ne l'ai pas vu, je peux faire l'intervalle comme ça. Les intervalles, je calcule entre P et P combien il y a, là il y a combien, et là je tomberai ici. Et là c'est une P qui n'a pas son QRS. Après, il y a une autre P qui a son QRS. Donc celle-là c'est une P conduite, celle-là c'est une P bloquée. D'accord? Dans le tracé d'avant, donc celle-là c'est une P qui a son QRS, donc c'est une P conduite. Celle-là, elle a son QRS, c'est une P conduite. C'est vrai, avec un PR plus lent, mais elle est conduite. Et celle-là, elle est bloquée. D'accord? Une P bloquée, ça veut dire elle n'a pas son QRS. Donc, c'est pas, vous devinez pas, vous voyez qu'elle est bloquée. Et celle-là, vous voyez, vous devinez pas, vous voyez qu'elle a son QRS. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Là aussi, c'est une P conduite parce qu'elle a son QRS. Celle-là, elle est bloquée. Celle-là, ah pardon, j'ai pas mis le curseur. Voilà. Celle-là est conduite parce qu'elle a son QRS. Celle-là est bloquée. Elle n'a pas de QRS après. Celle-là est conduite. Celle-là est bloquée. Celle-là est conduite. Celle-là est bloquée. Celle-là est conduite. Alors, pour le BAV troisième degré, elles sont toutes pas conduites. Hein. Aucune P n'a son QRS parce qu'il n'y a aucune relation. C'est ça la dissociation. Je vous ai pas mis malheureusement un ECG de BAV complet. Donc, il n'y a aucune relation entre les P et les QRS. Donc, aucune P n'est conduite au cours du BAV troisième degré. Donc, vous voyez un rythme auriculaire à part et un rythme auriculaire à part. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Excusez-moi, docteur, est-ce que vous pouvez reprendre pour les hémibranches l'aspect sur le CG, le petit Q, R, grand R sur V1 et le Ok. petit R S? Oui. Je crois que je l'ai. Ok, tout de suite. D'accord. Voilà. Voilà, donc pour l'hémibloc antérieur gauche, regardez uniquement cette partie. D'accord, ne regardez pas ici. Donc, hémibloc antérieur gauche, vous avez un axe hypergauche. Donc, c'est facile à retenir. Hémibloc antérieur gauche, axe hypergauche. D'accord? Et vous avez un aspect en D1, petit Q, donc une petite Q négative avec grande R. D'accord? En D2, D3, ADF, en général, on parle de D3, vous avez petit R, grand S. D'accord? C'est ça l'hémibloc antérieur gauche. Pour l'hémibloc postérieur gauche, c'est exactement l'opposé. Donc, vous avez un axe hyper droit, d'accord? Un axe hyper droit avec un aspect, ce qu'il y avait en D1, donc vous allez le voir en D3, ce qu'il y avait en D2, en D3, pardon, pour l'hémibloc antérieur gauche, vous allez le voir en D1. Donc, pour l'hémibloc postérieur gauche, vous avez un axe hyper droit avec aspect petit q grand R en D3 et petit r grand S en D1. Voilà, tout simplement. Si vous scannez Oui, ce docteur. tracé dans votre tête, si vous scannez ça, c'est bon. Je vous en prie. Donc, c'est bon, vous avez appris les énigmes.
Oui, oui, pour un charabi, oui, c'est ça 2 pour 1. Ça veut dire une conduite, une bloquée. Oui, c'est ça le 2 pour 1. Et essayez de ne pas faire 2 comme ça, slash 1. Il faut écrire 2 pour 1. 2 pour 1. Pourquoi 2 pour 1? 2P pour un QRS. 2P pour un QRS. C'est pour ça qu'on appelle 2 pour 1. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou on finit le cours? Alors, vous avez un TD à 17h. Il faut assister. D'accord? C'est comme ça, vous allez vous fixer les idées. En plus, vous avez avec le professeur Abdia, il est très pédagogue. D'accord? Il vous expliquera. Alors, on arrête, il n'y a pas de questions. Docteur, Oui. pour le bloc, la suspicion du bloc trifasciculaire, Mhm. si on n'a pas fait de confirmation et on n'a rien fait même, on n'a rien donné, qu'est-ce qu'on fait? Si le patient a syncopé, il faut mettre un peu. Non, genre, il y a pas de signe clinique, ni syncope, S'il n'y a ni... pas de signe clinique, il faut faire l'exploration de qualité. D'accord, Ouais. merci. Ok. C'est bon, on arrête. C'est vous qui arrêtez, c'est comme vous voulez. S'il n'y a plus rien, donc on arrête à la prochaine séance. La suite, le CG, je ne l'ai pas encore fini. Enfin, on n'a pas encore fini. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va la programmer. Donc, s'il vous plaît, déjà essayez de préparer. Quand vous préparez les choses, parce que les nouvelles notions et tout, c'est difficile parfois donc, de les digérer toutes comme ça. Mais quand vous préparez votre cours, c'est plus facile. D'accord? Donc, essayez de préparer vos cours et vos TD. Et assistez, s'il vous plaît, avec Dr. Abdia. OK? Assistez l'après-midi pour, ça tombe bien, donc c'est le même sujet. Voilà, donc vous allez vous fixer les idées du cours. C'est bon, on arrête. Alors, s'il n'y a rien, attendez, s'il y a des questions. Alors, c'est bon, alors je vous dis au revoir, à la prochaine. Je vous en prie. Alors, on finit là. On finit et je vous envoie après le support, d'accord, le support que j'ai utilisé. Mais en tout cas, pour moi, le plus important, c'est la compréhension. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Mais sinon, le cours de BAV, vous le trouverez partout, hein, donc, dans tous les livres que vous avez. OK? Et alors, on arrête. Alors, à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir. Alors, je vais finir. Je vais sortir de la réunion.